Salut, je m'appelle Eva et j'ai vécu dans un orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça allait plutôt bien. Enfin, les bonnes sœurs étaient gentilles avec moi. Mais ce n'était pas la même chose qu'une vraie famille. J'avais aussi constamment peur d'être abandonnée, ce qui se traduisait par des sautes d'humeur et un look grunge. Malgré mes sautes d'humeur, j'avais de bons amis. Mais un à un, je les voyais se faire adopter, alors que je restais coincée ici. Il y a cette fille qui s'appelait Lisa. On a fini par être les deux seuls coincés ici jusqu'à l'adolescence. Parce qu'on avait le même âge, les bonnes sœurs ont essayé qu'on devienne amies. Elle était sympa, mais on n'a jamais vraiment été proches. Elle disait n'importe quoi, que ses parents l'aimaient et qu'il viendrait un jour pour la sauver. Elle gardait un vieux bracelet avec un pendentif fleur qu'il lui aurait apparemment donné quand elle était bébé. Quand il est devenu trop petit pour son poignet, elle a demandé aux bonnes sœurs de lui en faire un collier. Lisa était toujours sympa avec moi, mais je trouvais que son attitude « je suis trop sympa » était un peu embêtante. Si les bonnes sœurs avaient besoin d'aide, c'était la première à accourir. Les bonnes sœurs faisaient régulièrement des concours stupides pour nous divertir. Du dessin, de la cuisine, ce genre de choses. Lisa gagnait toujours, que ce soit grâce à son dessin naïf de l'orphelinat ou à ses cookies dégoulinants de glaçage. Peu de familles souhaitaient adopter un ado avec des sautes d'humeur. Alors quand un jour une famille est arrivée et recherchait spécifiquement un grand enfant, je n'arrivais pas à croire de la chance que j'avais. J'étais sûre qu'ils me choisiraient. Mais ils sont allés parler à Lisa aussi. Ils sont restés dîner et Lisa faisait constamment du lèche-botte. Ça m'a tellement mise en colère que j'ai renversé mon bol de soupe à la tomate et je l'ai regardé éclabousser la chemise blanche de Lisa. Puis j'ai pris mon air le plus sérieux en disant « Oups !» Une semaine plus tard, le couple est revenu. Mais ils ne sont pas revenus pour moi. Ils ont choisi Lisa. J'étais furieuse. Comment pouvaient-ils choisir cette fille écœurante face à moi? Avant que Lisa parte, elle m'a enlacée et m'a dit des conneries du genre « Tu vas me manquer et je sais que quelqu'un viendra t'adopter bientôt. » À mes yeux, elle m'avait volé ma famille. Et en faisant ça, elle avait ruiné ma vie. Alors quand elle était en bas à dire au revoir aux petits-enfants, j'ai utilisé des ciseaux pour couper une lanière de son sac à dos qu'elle avait posé sur le lit. Mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Elle était bien trop heureuse de sa nouvelle famille. Et pendant ce temps, je suis devenue la seule ado coincée ici. Finalement, à 15 ans, la famille parfaite m'a adoptée. Ils vivaient dans un joli quartier, dans une maison quasiment aussi grande que l'orphelinat. Ils étaient adorables avec moi. C'était si bon d'avoir enfin ma propre famille. Il se trouve que mes parents adoptifs avaient eu un enfant né la même année que moi. Mais elle avait disparu à l'âge de 3 ans. C'était bien trop douloureux pour eux. Et ils ont mis longtemps avant de se décider d'adopter, puisqu'ils avaient été traumatisés par la perte de leur enfant. Ils voulaient adopter quelqu'un de mon âge, pour ne pas avoir peur que ça se reproduise à nouveau. Je suis allée dans un nouvel établissement, et au début les élèves me regardaient comme si j'étais un alien. Et j'avais du mal à m'intégrer. J'ai fini par être collée car une pain-bêche s'est moquée de ma frange de travers. Donc évidemment, je lui ai fait un croche-pied. Mais vous n'allez pas croire sur qui je suis tombée. Lisa! Elle allait aussi dans ce lycée. Et en fait, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a prise dans son groupe d'amis. Et je m'entendais bien mieux avec elle qu'à l'orphelinat. On a parlé et on s'est raconté nos vies. Il se trouve que la vie de Lisa n'était pas si parfaite, car son père adoptif venait de perdre son emploi. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Ils avaient aussi eu un petit garçon dont elle devait souvent s'occuper. Je suis peut-être restée à l'orphelinat plus longtemps, mais j'ai fini avec une meilleure famille. Finalement, c'était moi la gagnante cette fois. J'avais une famille géniale et de bons amis. Pour la première fois, ma vie était cool. Cela a continué pendant quelques années. Je me sentais enfin comme une ado normale, avec une famille et des amis normaux. Puis un soir, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et j'ai vu ma mère assise sur le balcon. Elle buvait du vin toute seule et regardait les objets d'une boîte. Il se trouve que c'était l'anniversaire de leur enfant disparu. Elle m'a montré les photos d'une fille d'environ 2 ans. Et sur cette photo-là, la fille portait un bracelet avec un pendentif fleur. Il ressemblait beaucoup au bracelet transformé en collier que Lisa portait. Ça devait sûrement être une coïncidence. Après avoir parlé à ma mère, je suis retournée me coucher. Mais je fixais le vide en regardant le plafond. Plus j'y pensais, plus les coïncidences faisaient sens. Oh mon Dieu! Est-ce que Lisa pouvait vraiment être la fille disparue de mes parents? Sur une photo que ma mère m'a montrée, j'ai aussi remarqué que leur fille avait une tache de naissance en forme de diamant sur le haut du bras droit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit.
Il fallait que je vérifie si Lisa avait une tache de naissance ou non avant d'en parler à mes parents adoptifs. Malheureusement, il a plu des cordes le lendemain et il faisait très froid, donc Lisa était emmitouflée. Il fallait que je trouve un moyen de voir si elle avait une tache de naissance ou pas. Je n'ai pas arrêté de la suivre toute la journée. Je touchais son pull lui disant que je l'adorais. Puis je lui ai demandé si je pouvais l'essayer car je voudrais m'acheter le même. Elle a hésité car il faisait très froid. Mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle accepte. Alors on est allé aux toilettes. Pendant qu'elle se changeait, j'ai dû monter sur la cuvette des toilettes d'à côté pour l'observer. Et devinez quoi? Lisa avait exactement la même tache de naissance, en forme de diamant sur le haut du bras droit. Que devrais-je faire maintenant? Je mène une vie parfaite avec mes parents adoptifs. Et pour une fois, je ne finis pas deuxième derrière Lisa. Si je leur dis, peut-être qu'ils ne voudront plus de moi. Je ne peux pas risquer un rejet en faveur de la parfaite Lisa une fois encore. En même temps, ils ont toujours été gentils avec moi. Comment pourrais-je leur cacher quelque chose d'aussi énorme? Donc, découvrir que mes géniaux parents adoptifs étaient en fait sûrement les parents biologiques de Lisa fut un énorme choc. Les preuves étaient là. Le bracelet collier avec la fleur et sa tache de naissance en forme de diamant, identique à celle de la fille disparue de mes parents. C'était évident que ça ne pouvait pas être qu'une coïncidence. Quand on était à l'orphelinat, Lisa et moi parlions que nos vraies familles viendraient nous chercher. Mais je pensais que c'était de la naïveté enfantine. Jamais je n'aurais cru que ça pourrait se produire. J'ai gardé cette information secrète pendant quelques jours le temps de comprendre ce que ça signifiait. Ça allait changer la vie de tout le monde. Je n'arrêtais pas de repenser à ma mère assise sur le balcon, à regarder avec tristesse les vieilles affaires de la boîte de bébé de sa fille disparue. Elle avait loupé beaucoup d'années de la vie de sa fille. Donc si Lisa était vraiment sa fille disparue, alors je ne voulais pas être celle qui continue de les séparer. Le lendemain, après les cours, j'ai invité Lisa chez moi. J'ai fait asseoir tout le monde en racontant ma théorie. J'ai demandé à Lisa de leur montrer son bracelet collier et sa tache de naissance en forme de diamant sur le haut de son bras. Mes parents adoptifs et Lisa étaient très choqués. Mais tout ça faisait sens. En voyant Lisa à côté d'eux, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère adoptive. Ils ont fait un test ADN et l'ambiance était tendue pendant les jours d'attente des résultats. Quand le test fut positif, mes parents ont fondu en larmes et n'arrêtaient pas de nous enlacer avec Lisa. Peu de temps après, j'ai réalisé que je n'avais pas assez réfléchi. Pourquoi ma famille adoptive voudrait me garder maintenant que leur vraie fille était de retour? Allait-il en avoir marre de moi et me mettre à la porte? Ou allait-il faire un échange avec la famille adoptive de Lisa et je serais coincée dans leur foyer pauvre à m'occuper d'un petit garçon? Mes parents n'arrêtaient pas de parler de Lisa. Ils demandaient tout le temps comment elle allait. Bla bla bla. Ils ne me demandaient plus comment s'était passée ma journée. Au lieu de ça, ils voulaient que je leur raconte tout sur Lisa. Ils invitaient Lisa chez nous tout le temps. Elle semblait toujours être dans mon salon, à regarder des documentaires avec papa, ou dans la cuisine pour aider maman à faire la cuisine. Une fois, je suis rentrée tard, et j'ai trouvé Lisa endormie sur mon lit. Ça m'a vraiment dérangée, car elle ne vivait pas ici. C'était ma famille adoptive. Elle avait la sienne. Je haïssais Lisa secrètement à nouveau, comme c'était le cas quand on était à l'orphelinat ensemble. J'étais gentille devant elle, mais dans son dos, je faisais tout pour gâcher sa journée et me sentir mieux. Un jour, j'ai mis ses devoirs à la poubelle. Une autre fois, j'ai caché sa veste, pour qu'elle aille sous la pluie en petit t-shirt. Et je collais du chewing-gum dans sa trousse. Je sais que ce sont des méchancetés, mais j'avais tellement peur de perdre ma famille contre la parfaite Lisa. Je voulais juste qu'ils m'aiment, mais je me sentais secondaire. Un jour après les cours, je jouais au basket avec les garçons du lycée, puis j'ai vu ma mère et mon père venir récupérer Lisa. Ils avaient l'air si heureux à rigoler et à parler ensemble. Pourquoi étaient-ils venus la chercher et pas moi? C'est moi qui vis avec eux. Pourquoi ils m'ont volontairement laissée ici? J'avais des flashbacks de l'orphelinat et des parents adoptifs de Lisa qu'il avait choisis face à moi. Pourquoi était-ce toujours elle et pas moi? C'était quoi mon problème? Je me sentais très mal aimée, mais surtout j'étais en colère. Je n'avais pas envie de rentrer et les voir jouer la famille parfaite. Alors je suis allée dormir chez une amie. Plus j'y pensais, moins j'avais envie de rentrer chez moi. J'essayais de me dire que ce n'était pas si grave que ça, car j'avais toujours été une intrue depuis que je suis née.
donc je serais aussi bien toute seule. Je savais que je ne pouvais pas rester indéfiniment chez mon ami, alors mon plan était de rentrer à la maison discrètement pour prendre des affaires avant de quitter la ville pour de bon. Ce soir-là, en arrivant au portail que j'allais escalader, j'ai remarqué que la lumière sur le balcon était toujours allumée. Ma mère était assise avec un verre de vin. Elle pleurait. Puis mon père est venu la réconforter en disant « Elle rentrera bientôt », en conduisant ma mère à l'intérieur. C'était si touchant à voir. Et je me suis sentie bête d'avoir des pensées si égoïstes. Ils doivent être bouleversés, puisque la pire chose qui leur soit arrivée fut de perdre un enfant. Et maintenant ma fugue leur faisait revivre ça. Ils avaient même adopté un grand enfant pour que ça n'arrive plus. Et j'allais partir et m'enfuir comme une pourrie gâtée. J'ai ravalé ma fierté et je suis entrée dans la maison. Le salon était rempli de décorations. Et il y avait une bannière où était écrit « Merci Eva ». Mes parents ont entendu mes pas. Alors ils sont descendus et dès qu'ils m'ont vue, ils ont accouru pour me serrer dans leurs bras, en fondant en larmes. Il se trouve qu'ils avaient juste récupéré Lisa au lycée ce jour-là pour me faire une fête surprise pour me remercier de les avoir réunis. Mais je ne suis jamais rentrée. Ils avaient eu peur d'avoir perdu à nouveau leur enfant, et ils ne pensaient pas pouvoir surmonter à nouveau cette douleur. J'ai pleuré et leur ai parlé de mon inquiétude et de mon impression d'être rejetée et abandonnée de nouveau, puisque Lisa avait déjà été choisie face à moi. Ils m'ont dit « Idiote, vous êtes toutes les deux nos filles. On t'aime même encore plus, car tu es l'ange qui a réuni cette famille. » Alors ont-ils fait un marché avec la famille de Lisa? Et non. En plus, Lisa et moi partons à la fac maintenant. Lisa a maintenant 2 familles qui l'aiment, et nous sommes de nouveau les meilleurs amis. En fait, je ne la vois pas seulement comme mon amie, c'est aussi ma sœur, même si on se dispute toujours pour savoir qui est la grande sœur. Elle est mon aînée de 3 mois, mais je suis plus grande et autoritaire, donc je continue à dire que c'est moi. J'ai dû attendre longtemps avant de trouver ma famille parfaite, mais il se trouve qu'il valait vraiment le coup d'attendre. Face à la mort, beaucoup de personnes décident de réaliser leur liste de rêves. Ce qui comprend généralement des choses comme voyager, faire de la plongée, nager avec des requins, enfin bref, vous voyez le genre. Quand je croyais qu'il me restait peu de temps à vivre, j'avais d'autres idées pour cette liste. Tout a commencé un jour en m'attachant les cheveux. J'ai remarqué une boule sur ma nuque. J'ai donc fait ce que font la plupart des gens quand ils ont un problème. J'ai regardé sur Internet. J'étais pétrifiée en voyant les résultats. Ils disaient tous à 100% que j'avais un cancer. Je suis entrée dans la cuisine en pleurs. Ma mère a accouru vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré la boule et j'ai vu son regard inquiet. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital immédiatement. Les médecins ont fait plein de tests différents, puis m'ont annoncé que j'avais une tumeur et qu'il faudrait 6 jours pour avoir les résultats pour savoir si c'était bénin ou un mélanome. Je repensais au film Now is Good et Nos étoiles contraires. J'allais devenir l'actrice principale de mon propre film, mais je n'avais pas de petite amie, ni assez d'argent pour me permettre les escapades coûteuses des listes de rêves. J'étais alitée sur mon lit d'hôpital et je déprimais. Quand j'ai réalisé qu'il fallait que mes 6 derniers jours de liberté soient importants, plus j'y pensais, plus j'ai réalisé que ma vie était chaotique. Je détestais l'école car je n'étais pas assez concentrée pour étudier. Je méprisais mon prof d'anglais ridicule, Monsieur Crowley, ou comme je préférais l'appeler, Monsieur Creepy Crowley. Il pensait être drôle, alors qu'en fait il était juste bizarre. Si j'avais de mauvaises notes, il me donnait des punitions débiles, du genre rester debout devant la classe pour réciter mes 10 citations préférées de Shakespeare et faire des chasses au trésor stupides à la bibliothèque pour trouver mon cahier qu'il avait caché. Et puis, les filles de ma classe étaient méchantes, surtout Mathilde, une fille qui se pensait belle alors que son caractère la rendait vilaine. Elle se moquait toujours de moi, en faisant des commentaires sarcastiques dès qu'elle le pouvait. Pour un lycéen, il y a concrètement seulement 3 choses à propos du lycée: réviser, les amis et l'amour. Et devinez quoi? Mes amours étaient aussi nuls que mes révisions, et ma vie sociale était peut-être même pire. J'avais auparavant eu un gentil petit ami, Eddie. Mais le problème, c'est qu'il était trop gentil. Je voulais quelqu'un d'audacieux et un peu dangereux. Je crois que je voulais un mauvais garçon. Et du coup, Eddie ne retenait plus mon attention. Un jour, il m'a offert des fleurs, et je ne l'ai même pas remercié. Une autre fois, je suis partie au milieu de la conversation.
pour aller parler avec un autre garçon mignon. Oui, je sais, j'étais pas très sympa avec lui. Il a fini par en avoir marre, alors il a arrêté d'essayer de me plaire. Ce qui m'a rendue folle, en voulant l'embêter, je suis sortie avec un autre garçon, Nicolas. Il m'attirait beaucoup, et j'adorais le fait que je doive me battre pour l'avoir. J'ai vite compris ce que c'était de suivre un séducteur. Car je faisais tout ce que Nicolas voulait pour le rendre heureux, mais il finissait toujours par me laisser pour cette très jolie fille. Avec le recul, je me dis que c'était sûrement le karma. Je n'aurais pas dû traiter Eddie comme ça. C'est seulement quand la mort semblait proche que j'ai compris que ma vie était un désastre. Je ne dormais presque plus, non seulement car j'avais peur, mais aussi parce que je ne voulais pas perdre une seconde. Il fallait que je planifie les dernières choses que je pouvais à présent faire de ma vie. J'ai filmé une vidéo d'au revoir et j'ai programmé de l'envoyer à tout le monde pour mon anniversaire. Je voulais que tout le monde se souvienne de mon visage souriant et pas de mon visage malade. J'ai laissé un message pour les personnes qui comptaient pour moi. Mais que faire des gens que je n'aimais pas? C'est là que j'ai eu une idée, pour être sûre qu'ils ne m'oublieraient pas de sitôt. On était en cours d'anglais, et vu mon inquiétude suite aux récents événements, je n'avais pas fait mes devoirs. Monsieur Creepy Crowley allait m'annoncer sa dernière punition absurde, mais je n'ai même pas attendu de savoir de quoi il s'agissait. C'est ridicule, vous êtes ridicule. Non, je n'ai pas fait vos devoirs débiles, car j'ai des problèmes personnels. Pourquoi vous ne me mettez pas juste une heure de colle comme les autres? Arrêtez de vouloir être cool. Ça ne marche pas. Ah, et aussi, les mauvaises notes sont un signe de génie, alors arrêtez de me détester. Il y avait un silence de mort dans la salle. Le prof était ébahi. Alors j'ai pris mon sac et je suis partie en vitesse. Et maintenant, Mathilde la méchante, alors que je rangeais des livres dans mon casier, j'ai entendu Mathilde appeler quelqu'un. J'ai levé la tête et je l'ai vue qui me faisait coucou. Il se trouve qu'elle était en train de courir vers ce mec mignon, qui se trouvait juste derrière moi. J'ai attendu le moment qu'elle arrive vers moi et j'ai tendu mon pied. Parfait timing. Elle a trébuché et est tombée en avant. Elle a eu peur en tombant et s'est accrochée à la première chose qu'elle a trouvée. Il s'avère que c'était le pantalon du mec mignon. Elle l'a descendu jusqu'à ses chevilles. Et le mieux, c'est qu'il portait un caleçon moche délavé. Cette scène était parfaite. J'ai tellement rigolé. Et tous ceux qui l'ont vu aussi. Mathilde est devenue toute rouge. Mais elle n'a pas manqué de me lancer un regard noir en me disant « Ruby, tu vas voir !» Je m'en fichais, c'est pas comme si j'avais le temps d'attendre. 2 sur 3. Le dernier allait être le plus drôle. C'était un jour ensoleillé. Nicolas déjeunait dehors avec cette fille trop jolie, avec qui il me trompait. Depuis le bâtiment du lycée, j'avais une vue plongeante sur eux. Quand il s'est approché pour l'embrasser, boum! J'ai versé un seau d'eau glacée, tout droit sur leur tête. Elle a crié et s'est levée en sursaut, ce qui a fait tomber Nicolas du banc. Tout le monde passait la tête par la fenêtre en rigolant et en sifflant. Quand Nicolas a regardé en l'air, il m'a vu lui lancer un sourire narquois et un coucou. Autant dire qu'il avait l'air vraiment énervé. Mon plan de revanche était accompli. Il me restait maintenant une chose à faire. J'ai écrit une lettre à Eddie pour lui dire à quel point j'étais désolée d'avoir été odieuse avec lui et à quel point je l'avais toujours aimé. Ce n'était pas totalement vrai, mais puisque j'étais mourante, je pouvais bien laisser croire à un gentil garçon que je l'aimais plus qu'en réalité, non? Finalement, les résultats sont arrivés. Et je suis allée avec mes parents à l'hôpital. Le médecin nous a souri et m'a dit que c'était juste une boule normale et qu'elle disparaîtrait d'elle-même sans séquelles. Mes parents ont eu un soupir de soulagement. Et moi aussi. C'était super d'avoir de nouveau la vie devant moi. Mais d'un coup, je me suis sentie mal en pensant que j'allais affronter tous les soucis que j'avais engendrés ces derniers jours, sans parler de la lettre envoyée à Eddie. Que devrais-je faire Quand j'étais au lycée, toutes mes amies sortaient avec quelqu'un. Sauf moi. Ouais, j'étais la seule célibataire. Et ça m'ennuyait vraiment. Je voulais simplement avoir un petit copain. Mais personne n'était intéressé par moi. J'étais trop timide pour faire le premier pas vers mes coups de cœur. Alors j'ai fait croire à mes amis que je préférais être célibataire et qu'il y avait quelques mecs qui me couraient après mais que je n'étais pas intéressée. Clairement, je mentais. Je suis maintenant à la fac dans une autre ville. Mais on est toujours toutes en contact. Chaque fois qu'on se parle, elles parlent toujours de leur dernier encart. Et ça m'a rendue encore plus jalouse. Je voulais tellement être en couple. Au final, mon heure est arrivée. J'ai rencontré un mec à la fac et on a commencé à se voir. Tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre qu'il m'avait trompée avec 3 filles différentes. En une nuit, j'étais dévastée.
Mais le pire, c'était qu'il y avait une réunion d'anciens lycéens. Et j'avais dit à mes amis que mon copain viendrait. Elles avaient hâte de le rencontrer, mais maintenant ce n'était plus mon copain. Je l'avais bien largué. Je ne pouvais pas y aller toute seule. Alors j'ai eu une brillante idée. J'allais embaucher un copain. J'ai rapidement fait une recherche Google. Et croyez-moi ou non, mais je n'ai pas mis longtemps à trouver une annonce d'un homme qui se trouvait dans ma ville. Bingo! Ce mec s'appelait Robert et son tarif était de seulement 3 $ par heure. Vraiment pas cher. Je l'ai contacté immédiatement. Et il a accepté d'être mon copain pour une soirée le lendemain. Il avait l'air sympa et je me suis dit que ça marcherait bien. Il est venu me chercher chez mes parents le lendemain. Et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Il était vieux. Vieux, genre comme mes parents. Mais que pouvais-je faire? J'avais promis à mes amis que j'amenais mon copain. Et je n'avais plus le temps de trouver d'autres solutions. Alors ce mec aurait juste à faire son boulot. C'était vraiment bizarre. On n'avait rien en commun et il n'arrêtait pas de faire des blagues nazes dans la voiture. Je tremblais quasiment quand on est entré dans la salle. Et bien sûr, il m'a pris la main et m'a embrassé la joue devant tout le monde. Mes amis ont couru vers nous. Et Robert s'est présenté en tant que Joris, qui était le nom de mon ex. Je voyais mes amis qui le dévisageaient de haut en bas. Puis Sarah est venue vers moi et m'a murmuré qu'il avait l'air plus vieux que mon père. Je me sentais rougir. Puis les choses ont empiré. Mes amis étaient en train de parler de Taylor Swift et devant tout le monde, il a dit « C'est qui? C'est une de tes amies ?» Puis il y a eu une vieille chanson des années 80 et il s'est mis à faire les pas de danse les plus ridicules. J'avais tellement honte. J'ai voulu courir aux toilettes, mais il m'a attrapé la main et m'a fait danser avec lui. J'avais hâte de rentrer chez moi. Mes amis ne s'en remettraient sûrement pas. On a fini par s'en aller et en partant, j'ai entendu mes amis éclater de rire. Il m'a ramené chez moi et je l'ai payé. Je me sentais si gênée et j'espérais ne jamais avoir à le revoir. Mais le lendemain, j'ai eu un texto. C'était Robert. Il m'a dit qu'il s'était bien amusé et m'a demandé si je voulais qu'on refasse ça. Mais gratuitement cette fois. Je n'y croyais pas. Ce vieux m'appréciait et voulait qu'on sorte ensemble. J'ai essayé d'être aussi gentille que possible en lui disant que j'étais trop occupée et que je lui souhaitais bonne continuation. Enfin oui, c'était un mec sympa. Mais il était bien trop vieux pour moi. Quelques mois plus tard, Sarah fêtait ses 19 ans. Et c'était la fête de l'année. Il était hors de question que je laisse mes amis se moquer de moi encore une fois. Elle me taquinait toujours sur mon vieux copain. Cette fois, j'étais déterminée à trouver un mec canon et jeune pour être mon copain. À ce moment-là, il y avait tellement d'annonces en ligne pour ça que c'était facile de trouver quelqu'un. J'ai tout de suite été attirée par ce mec, Charles. Il m'a envoyé plein de photos et m'a même demandé si je voulais faire un appel vidéo. Après l'avoir vu en FaceTime, je me sentais très chanceuse. Il était presque trop bien pour être vrai. Et ça m'a fait douter de son tarif. Mais il m'a dit « C'est toi qui choisis le prix, princesse ». Je n'arrêtais pas de penser à lui et peut-être qu'il m'appréciait aussi. Avais-je fini par rencontrer un mec sympa de mon âge? Je l'ai rencontré juste avant la fête et j'ai vu immédiatement que son physique était à la hauteur. Il était encore plus canon en vrai. Et quand mes amies l'ont vu, je voyais comme elles étaient jalouses de moi. Elles avaient quasiment des émojis de cœur qui leur sortaient des yeux. Je me contentais de sourire, je les avais enfin impressionnées. Mais ensuite, quand on dansait, la musique s'est soudainement arrêtée. Et au milieu de la foule, une de mes amies est venue vers moi et m'a dit qu'elle devait me parler. Puis s'est tournée vers Charles en souriant. Elle a dit qu'elle avait déjà vu Charles avant. J'étais figée. Je lui ai demandé où elle l'avait rencontré. Et elle m'a fait un clin d'œil en me disant que ça avait été son faux petit copain il y a quelques mois. Je voulais littéralement que le sol m'engloutisse. Toutes mes amies se sont moquées de mes fausses apparences. Soudainement, Charles m'a défendue. Il a dit que c'était vrai qu'il était un copain à louer, mais qu'en fait il m'aimait déjà et que notre relation était sérieuse. Waouh, je sentais mon cœur fondre. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Mes amis étaient choqués. Après ça, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Et il était tellement adorable avec moi. Je n'avais jamais été si heureuse. Et évidemment, il a arrêté son boulot de copain à louer immédiatement. Cependant, les problèmes ont continué. Il m'a invitée chez lui un jour pour rencontrer ses parents. Et quand il m'a présentée à son père, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Son père était Robert. On a fait comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Mais honnêtement, je ne pouvais même pas regarder sa femme dans les yeux. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le fait que son mari ait des sentiments pour moi me faisait ressentir de la culpabilité. Comment est-ce possible que le père et le fils aient fait le même boulot? C'était vraiment le moment le plus gênant de toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après être rentrée chez moi,
Robert n'a pas arrêté de m'appeler. Mais je n'ai pas décroché. Que voulait-il me dire? Peu importe ce qu'il voulait, je m'en fichais. Je ne voulais pas lui parler. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'adore Charles et je ne veux pas le perdre. J'ai toujours été un peu trop possessive et je ne supporte pas que les gens touchent à des choses qui m'appartiennent. Surtout s'ils le font sans me demander la permission au préalable. Et mon petit ami ne fait pas exception à cette règle. Honnêtement, j'avais tellement peur qu'il me trompe que je n'arrivais littéralement pas à dormir la nuit. Et puis j'ai fait quelque chose que je vais regretter pour le reste de ma vie. J'ai rencontré Oliver au club de guitare de l'école. Il était grand, beau et intelligent, ce qui l'a rendu très populaire. Mais ce n'est pas un playboy. Il n'était sorti qu'avec une seule fille, Sandra, avec qui il a rompu l'année dernière. Je me suis souvent demandé s'il l'aimait toujours, mais j'avais commencé à remarquer qu'il était toujours assis à côté de moi au club de guitare. Et bientôt nous avons beaucoup parlé. Un jour, il m'a avoué qu'il avait un gros béguin pour moi, et m'a demandé d'être sa petite amie. Je n'arrivais pas à y croire, j'étais dans les nuages. Mais très vite, j'ai commencé à paniquer. Je ne voulais pas qu'une autre fille me le vole. J'ai rendu notre relation très publique, et j'ai partagé nos photos sur toutes les plateformes de médias sociaux. Nous étions inséparables, et je gardais toujours un œil sur lui. Oliver semblait d'accord avec cela. En fait, il trouvait que c'était plutôt mignon tout ce que je faisais pour lui. Mais rien de tout cela ne soulageait mon obsession du fait qu'il pourrait me tromper. Je ne pensais qu'à ça. Donc il n'y avait qu'une chose à faire. Il fallait que je le teste. Je devais m'assurer qu'il m'aimait vraiment. J'ai créé quelques faux comptes sur les médias sociaux, et j'ai utilisé des images de filles vraiment sexy pour voir si Oliver allait flirter avec elles. J'ai ensuite essayé de l'ajouter comme amie à partir de ses comptes et de lui envoyer des messages de flirt. Une fois, je lui ai même envoyé des photos super sexy à partir d'un de ses faux comptes. Mais croyez-le ou pas, il les a ignorés. Je me suis sentie tellement soulagée. Donc il m'aimait vraiment? Je pouvais me détendre alors. Enfin, pour ce moment-là en tout cas. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'inquiétude me regagne. Je ne suis pas fière de l'admettre. Mais j'ai même engagé un service de test de petite amie. J'ai choisi la plus belle fille, même si le service était incroyablement cher. J'avais tout prévu. Il n'y avait qu'Oliver et moi chez moi un soir. Nous avons commandé un dîner et je lui ai dit que je devais aller acheter un soda au magasin. Après mon départ, la fille est arrivée déguisée en livreur. Elle a apporté la nourriture à Oliver. Et je me suis assise dans la voiture dehors pour les regarder sur mon téléphone. La fille avait attaché une mini-caméra sur la boîte de nourriture. Et elle l'a placée sur la table pour que je puisse voir clairement tout ce qui se passait entre eux. Elle était si séduisante dans sa mini-robe moulante et continuait à flirter avec Oliver. Mais il n'était pas intéressé. Je me suis assise dans la voiture stupéfaite. J'étais si fière de lui. J'étais sûre qu'il ne pourrait pas lui résister. Après cela, j'ai décidé que j'avais assez joué et que maintenant je pouvais vraiment lui faire confiance. Mais un jour à l'école, Sandra et son nouveau petit ami Hugo sont passés devant notre table. Elle a regardé Oliver et a dit « Vous avez l'air heureux, n'est-ce pas? Je suis contente que vous ayez enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer. » Puis elle est partie sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. C'était comme si j'étais invisible pour elle. Alors elle a pensé que je n'étais qu'une remplaçante, hein? C'était ça. Je devais lui prouver qu'Oliver m'aimait maintenant et qu'elle ne représentait rien pour lui. Plus tard cette nuit-là, je lui ai envoyé un texto sur les médias sociaux, demandant si elle pensait que j'étais effrayée et que j'étais jalouse d'elle et qu'Oliver n'aimait qu'elle. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas pourquoi Oliver était sorti avec quelqu'un comme elle avant. Je me suis énervée et je lui ai lancé un défi. Nous allions flirter chacune avec le petit ami de l'autre pendant une semaine. Et voir lequel de nos petits amis était une personne fidèle. Elle m'a dit que ça avait l'air amusant et qu'elle adorait un défi comme celui-ci. Mais en réalité, je faisais cela uniquement pour m'assurer qu'Oliver m'aimait vraiment et qu'il n'avait plus de sentiments pour Sandra. Donc le plan était établi. Ce week-end, Sandra et moi avons demandé à nos petites amies d'aller au cinéma. Mais à la dernière minute, nous avons toutes les deux inventé des excuses pour ne pas y aller. Même si nos petites amies avaient déjà acheté les billets. Je suis allée au cinéma où se trouvait Hugo, le petit ami de Sandra, et j'ai fait comme si c'était un hasard que j'y sois aussi. Je lui ai demandé pourquoi il était seul et il m'a dit « Oh, Sandra avait un truc de famille. Alors on m'a posé un lapin. » Je lui ai dit que j'allais acheter un billet. Et il m'a dit que je pouvais utiliser celui de Sandra. Oui, le plan fonctionnait. On a regardé le film ensemble et on a même traîné ensemble après pour discuter. Après cette nuit-là, Hugo m'a envoyé plusieurs messages.
Et un jour, je suis même rentrée de l'école à pied avec lui. À la fin de cette semaine, il m'est apparu clairement que Hugo s'intéressait vraiment à moi. Et il m'a même invitée à dîner. Mais Oliver m'accordait aussi beaucoup d'attention. Il m'a même parlé de ce que Sandra faisait et s'est excusé. Il n'arrêtait pas de dire que c'était vraiment agaçant. Et pourquoi elle ne pouvait pas juste le laisser tranquille? J'étais si heureuse d'entendre ça. C'était comme si j'avais gagné. Les deux gars m'aimaient bien. Et personne n'aimait Sandra. J'ai décidé de rencontrer Hugo pour le dîner et d'attendre qu'il me dise ce qu'il ressentait pour moi. Alors je pourrais le dire à Sandra et elle serait tellement en colère. Ça lui servira de leçon pour avoir supposé qu'Oliver était toujours amoureux d'elle. Mais ce soir-là, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Nous étions assis en train de dîner quand tout à coup Hugo s'est penché sur moi et m'a embrassé passionnément. J'ai fermé les yeux et tout ce à quoi je pouvais penser était comment j'avais gagné et Sandra avait perdu. Mais ensuite, j'ai entendu un déclic et je me suis figée. J'ai ouvert les yeux, je me suis retournée et il y avait Sandra qui se tenait là et qui prenait des photos de nous. Elle s'est mise à rire comme une folle et Hugo s'est approché d'elle et l'a rejointe. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais ensuite, ils me l'ont dit. Ils l'avaient fait délibérément. Sandra avait dit à Hugo de faire semblant de tomber amoureux de moi, juste pour qu'elle puisse me tenir. Je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-elle être aussi méchante? Elle a envoyé toutes les photos à Oliver. Et maintenant, je me sens si honteuse. Oliver était tellement en colère. Et peu importe combien j'essayais de lui expliquer, il ne me croyait pas. Et c'est de ma faute. Tout ça à cause de ma possessivité. Que puis-je faire pour qu'Oliver comprenne que je ne le pensais pas et que je l'aime vraiment? Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la troisième roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie. Je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les deux beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les deux dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. » C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline.
Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations, et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? Pourquoi ?» Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça, mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? Désolée Charlotte. Comment l'as-tu su? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. » Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça?
Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage, ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo, tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça, et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à trois, et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année, j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation, pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur, et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander, et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort, et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe, et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe, et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement, en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Filles et garçons, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir, et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi, et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier, et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls, et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall, et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans, et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble,
Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas !» Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui,
Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble, et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Waouh! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traité comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Dans la première partie de mon histoire, j'ai rencontré mon sosie, Lucie, qui s'est avérée être issue d'une famille super riche de sang royal. Nous avons conclu un accord selon lequel je devenais sa doublure pour la remplacer lors des fêtes royales ennuyeuses, afin qu'elle puisse être librement avec l'amour de sa vie que sa famille n'approuvait pas. C'est comme un travail à temps partiel qui m'a aidé à gagner un peu d'argent supplémentaire pour poursuivre mon rêve de devenir chanteuse. Mais un jour, Lucie est venue me demander d'emménager dans son manoir et de jouer ce rôle de princesse pendant 1 mois entier, pendant qu'elle partait en Asie avec son petit ami. Il fallait y réfléchir sérieusement. Comment j'étais censée continuer à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je me voyais déjà en train de me faire coincer. Sentant mon hésitation, Lucie a plaidé à nouveau. « S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Ça signifierait tellement pour moi et Arthur. Tu peux le faire, Catherine, on croit en toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux de chiot. « Oh non, que faire ?» À ce moment précis, ma mère est sortie de la cuisine et a dit « Tu as fait du bon travail jusqu'à présent, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver cette fois aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Eh bien, je ne pouvais pas dire non maintenant. Alors j'ai fait un signe de tête à Lucie, ce qui l'a fait crier de joie. « Youpi! Tu m'as rendue tellement heureuse! Demain, à 15 heures, je t'attendrai. » Puis elle a souri à ma mère. « Merci, Madame Mille. » Et donc, j'ai emménagé le jour suivant. Il n'y avait que moi et le père de Lucie vivant dans ce merveilleux manoir. Oui, ainsi que leur majordome et quelques dizaines de femmes de ménage. Vous voyez le tableau. Heureusement, le père de Lucie était rarement à la maison, donc j'avais la maison pour moi toute seule. C'était le bonheur. Je n'avais pas à lever le petit doigt. Si je voulais un verre de vin, je sonnais la cloche. Et un verre m'attendait avant même que je puisse poser la cloche. Un jour, j'ai eu envie de manger mexicain, et ils ont fait venir par avion l'un des plus grands chefs mexicains pour me préparer un burrito. Je pourrais sérieusement m'habituer à cette histoire de sang royal. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai tout gâché. Une fois, le père de Lucie avait un jour de congé et nous avons dîné ensemble. J'étais si nerveuse que j'avais complètement oublié que Lucie était gauchère. Et son père l'a tout de suite remarqué. « Mon petit pois, depuis quand tu manges avec ta main droite ?» J'ai balbutié en essayant d'inventer quelque chose. J'ai récemment vu des recherches disant que je devrais commencer à utiliser ma main droite pour entraîner le côté gauche de mon cerveau aussi. Je suis juste en train d'expérimenter ça, papa. Ouf, c'était juste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Doris, la femme de ménage, est venue dans ma chambre un jour et a plaisanté. « Lucie, quand es-tu devenue si ordonnée ? Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as été remplacée par une sœur jumelle secrète ou quelque chose comme ça. » Je me suis complètement figée, essayant de ne pas faire comprendre à Doris qu'elle avait mis le doigt sur le problème. J'ai ri. « Oh, Doris, ne sois pas bête, c'est moi. Regarde ma tache de naissance. » Je m'ennuyais un peu et j'ai pensé que je pourrais la nettoyer un peu. Mais c'est encore plus ennuyeux. Oh, c'est tout à toi maintenant. Je lui ai passé ma couverture dépliée et j'ai rapidement quitté la pièce. Chaque fois que je l'ai échappée belle, je me suis rappelé qu'il fallait être plus prudente. Mais à part ça, ma nouvelle vie était pleine de choses merveilleuses. Surtout quand j'avais Thomas à mes côtés. Au début, j'ai essayé d'être aussi froide que possible envers lui, tout comme Lucie aurait normalement traité son fiancé. Mais dites-moi, comment suis-je censée ignorer un homme aussi parfait ? Il venait souvent me rendre visite ou m'emmener à des endroits. J'ai toujours des frissons avec son charme et ses gestes élégants. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'avais des sentiments pour lui. C'était plus fort que moi. Il me rendait si heureuse. Un soir, au lieu d'avoir un dîner chic de 8 plats,
J'ai suggéré que nous essayions quelque chose de plus décontracté. Alors nous sommes allés au bowling et avons mangé des hamburgers. Nous nous sommes tellement amusés et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir donné une chance d'être ton homme. » en me passant une bague en forme de canette de soda au doigt. Allons, qui ne fondrait pas devant ça? Et quand il m'a déposée à la maison, il s'est penché pour m'embrasser. Oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade quand je suis sortie de la voiture. Puis il m'a dit « Bonne nuit, ma Lucie chérie. » Soudain, la réalité s'est effondrée. Je m'étais fait des illusions. C'était Lucie que Thomas aimait, pas moi. Pas cette pauvre vieille Catherine. Mais c'est trop tard maintenant, j'étais tellement emportée par mes propres sentiments que je n'ai pas réalisé que mon comportement envers Thomas avait été pris comme un feu vert. Les deux familles étaient super contentes que Lucie ait enfin montré des signes positifs envers cette relation. Et elles ont commencé à planifier le mariage immédiatement. La date a été fixée à 2 semaines plus tard. Puis il a été prévu que nous déménagions à Singapour pour le travail de Thomas. J'ai été tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. C'était un désastre. J'ai appelé Lucie et lui ai tout raconté. Elle a aussi paniqué et m'a dit de rester calme et de l'attendre. Elle allait revenir avant le jour du mariage pour tout arrêter. Eh bien, le jour du mariage approchait à grands pas et il n'y avait toujours aucun signe de Lucie. Je paniquais vraiment maintenant, et le pire c'est que je n'arrivais pas à la joindre. Son téléphone était éteint. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pleuré en appelant ma mère au téléphone. Elle a essayé de me calmer. « Chérie, je pense que si tu pars maintenant, tu vas tout gâcher. Si la famille de Lucie l'apprend, vous aurez toutes les deux des problèmes. Attends encore un peu, je suis sûre qu'elle va revenir et que tout ira bien. » Mais cela signifie que je vais devoir aller jusqu'au bout du mariage et déménager à Singapour avec lui. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas, chérie? Je sais que tu l'aimes et jusqu'à présent personne n'a remarqué de différence entre vous deux. Continue à faire semblant pour le moment, d'accord? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire semblant. Pendant que tout le monde se préparait pour le mariage de l'année, je faisais les 100 pas en attendant le retour de Lucie. Un jour, j'étais dans le jardin essayant de me détendre l'esprit quand quelqu'un s'est approché de moi. Il me semblait si familier, et je me suis demandé si c'était Arthur, le petit ami de Lucie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a demandé de le suivre pour que personne ne nous voie. Puis il a semblé en colère et a dit « Lucie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée? J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. » Hein? Lucie n'était pas censée être avec lui? Arthur, calme-toi. Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. Mais Lucie a disparu? Je n'ai pas pu la contacter non plus et je me fais un sang d'encre. Oh, salut Catherine. Mon Dieu, vous êtes si identiques. Arthur avait l'air déçu. Bref, on est rentré il y a quelques jours, et elle voulait passer chez ta mère pour lui donner des cadeaux. Puis je ne l'ai pas revue depuis. C'est bizarre. Ma mère m'en aurait parlé si elle était passée. Oui, je lui ai demandé, mais elle n'a pas vu Lucie non plus. Catherine, il faut qu'on la retrouve. J'ai donc immédiatement annulé l'essayage de ma robe de mariée et suis allée chez moi avec Arthur. « Salut maman, c'est moi !» j'ai crié. Mais il n'y avait pas de réponse. On a fouillé la maison, mais on ne l'a trouvée nulle part. Puis alors que nous passions devant ma chambre, j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur et la porte était fermée. C'était vraiment étrange. Je me suis donc précipitée pour prendre le double de la clé afin de l'ouvrir. Et j'ai eu la peur de ma vie. Lucie était assise sur mon lit. J'ai failli crier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucie avait l'air aussi choquée de nous voir que nous l'étions de la voir. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a enfermée ici, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne m'a pas fait de mal, je suis bien nourrie et j'ai Netflix, alors j'étais pas si mal. » Pas possible, ma mère ne ferait jamais de telles choses. C'était la femme la plus douce qui soit et ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers, c'était ma mère. J'ai crié. « Maman, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle m'a regardée et a balbutié. J'avais juste prévu de la garder ici quelques jours, le temps que tu épouses Maxime et que tu t'envoles pour Singapour avec lui. Es-tu folle? Tu veux que je lui vole sa vie? Non, ma chérie, ce n'est pas du vol. Ça aurait dû être ta vie. Je veux dire, pourquoi n'a-t-il pas reconnu sa propre fille? À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée sur le sol. Arthur s'est précipité vers elle, l'a aidée à se relever et a dit « Comment ça, sa propre fille ?» Et c'est là que ma mère m'a dit que Lucie est en fait ma demi-sœur. Quoi? Donc le père de Lucie était mon père aussi? Il s'avère que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi,
La famille du père de Lucie n'était pas d'accord parce que ma mère était juste une personne ordinaire. Donc ils l'ont payée pour déménager dans une autre ville et rester loin de mon père. Mais ce qui est pire encore, c'est que mon père n'a même pas essayé de nous chercher après ça. En fait, quelques mois plus tard, il avait déjà épousé la mère de Lucie qui venait d'une famille riche. Lucie et moi sommes restés là, complètement choqués. Pas étonnant que nous nous ressemblions autant. Alors tu es ma sœur ? J'ai dit étonnée en regardant Lucie avec de grands yeux. Vraiment ? Papa a fait ça ? Quel homme égoïste et arrogant ! J'ai honte d'être sa fille. Je vais lui dire ce que je pense. La vérité doit être révélée. Non, Tracy, attends, ne fais pas ça. Ma mère a crié. Désolée, mais je dois le faire. Je ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai un plan. À ce moment-là, Lucie est partie et Arthur a couru après elle. Bonjour les problèmes, j'ai pensé. Et finalement, le jour du mariage de Maxime et Lucie arriva. Moi, ma mère et Arthur sommes arrivés déguisés. Quand le vicaire leur a demandé de dire le « je le veux », Maxime l'a dit immédiatement, mais Lucie a fait une pause. Toute l'église a retenu son souffle en attendant son « je le veux », mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle a dit « Je ne peux pas faire ça, Maxime. Je suis désolée. » C'est alors qu'Arthur est apparu et Lucie a couru vers lui et lui a pris la main. Cet homme, il est le véritable amour de ma vie. Bien sûr, le père de Lucie était furieux. Il s'est levé de son siège et a crié devant tout le monde. « Que diable se passe-t-il » Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie si fière de Lucie. Elle a dit « Je n'aime pas Maxime, papa. Il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment en retour. C'est à ça que sert le mariage, non ? Il devrait être basé sur l'amour, pas sur le statut ou l'argent. Et de toute façon, je ne veux pas blesser quelqu'un comme tu l'as fait. » « De quoi parles-tu ? Qui ai-je blessé ?» Il avait l'air abasourdi. Ma mère, la mère de Catherine et Catherine elle-même aussi. Lucie nous montre du doigt ma mère et moi. Tout le monde dans l'église a été surpris en regardant Lucie et moi à tour de rôle. Nous étions vraiment identiques. On aurait dit qu'il allait s'évanouir quand il a vu ma mère. Puis, la main tremblante, il m'a désignée et a dit « Et qui est-ce » Ma mère s'est avancée vers lui et a dit « C'est Catherine, ta fille, celle que tu as abandonnée. » Waouh, je ne pensais pas que ma mère avait ça en elle. Honnêtement, la tension dans l'air était folle. Les gens ont commencé à chuchoter et à s'agiter sur leur siège. C'est alors que Maxime a dit « Alors, laquelle d'entre vous est Lucie ?» J'ai décidé que c'était mon moment pour parler. « Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. J'ai pris sa place pendant le mois dernier. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux en mettant dans sa main la bague en soda qui signifiait tant pour moi. » Maxime avait l'air tellement déçu et est parti. J'ai couru après, essayant de l'arrêter, mais il s'en fichait. Ce n'est que lorsque j'ai trébuché et suis tombée par terre qu'il s'est retourné pour dire « Pourquoi tu fais ça ? Me donner de faux espoirs et pour quelle raison ? Honnêtement, ça aurait été mieux si tu m'avais traité comme le fait Lucie, la reine des glaces. » Je suis désolée, Maxime. Je ne voulais pas te blesser. Mes sentiments pour toi sont réels. J'ai commencé à pleurer. Tu es tellement égoïste, Lucie. Oh non, attends, je veux dire Catherine. Et puis il est parti. En fin de compte, le mariage a évidemment été annulé. Le père de Lucie, ou devrais-je dire notre père, n'avait pas d'autre choix que d'accepter la relation de Lucie et Arthur. J'étais si heureuse pour elle. Papa s'est bien sûr excusé auprès de maman et moi, et m'a même proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je n'allais pas laisser ma mère. Cependant, j'ai accepté son offre de payer ma formation vocale. Au moins je pouvais vivre mon rêve. Et parce que je doutais que je puisse réaliser mon autre rêve, mon rêve de revoir Maxime. J'avais le cœur brisé. Pourtant, je devais continuer à vivre. Peut-être que je rencontrerais quelqu'un d'autre. Bientôt, il a été temps de terminer mon premier semestre de formation vocale, et j'allais donner ma toute première représentation en solo devant un public. J'étais si nerveuse, mais j'ai chanté de tout mon cœur. Et après, en quittant le théâtre, quelqu'un a couru vers moi avec un bouquet de fleurs géant. Incroyable! C'était Maxime. J'ai fondu en larmes et il m'a dit « Salut Catherine, je suis Maxime, ravie de te rencontrer. » Ça a mis le plus grand sourire sur mon visage. Alors j'ai couru dans ses bras en disant « Ça fait tellement de bien de t'entendre m'appeler par mon vrai prénom. » Oui, je suis Catherine.
Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais veux-tu être mon petit ami ? Et vous l'avez deviné, le reste appartient maintenant à l'histoire. Nous sommes actuellement en train de planifier notre mariage, pour de vrai cette fois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Qui a mis ces livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. Hé Anna! Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue !» Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages? »« Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire.
Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. Maman? Que fais-tu ici? Je t'ai appelé une douzaine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. Ma mère a froncé les sourcils et a demandé. On va toujours faire du shopping demain? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. Ah, vous allez faire du shopping? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous? À ce moment-là, j'ai pensé, quelle bonne idée. Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain, après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. C'est absurde, Rose a reniflé. Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur ». Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi? Peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée. Parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Tout à coup, j'ai vu deux femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme deux combattantes de l'UFC. J'ai crié. « Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les deux plus tard. » Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. « Eh bien, toi, tu t'amuses? Vous deux devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool.
Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vus se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé « Alors, comment était ce dîner ?» Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. « Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ?»« Quoi ? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. »« Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens ? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Ah, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée, et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi ? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire ? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Mon téléphone a bipé avec un nouveau message. Emma, j'ai un truc à faire dans le coin, on se retrouve là-bas. À plus. C'était de Tony, mon ami d'enfance de l'orphelinat dans le Missouri. Oui, c'est vrai. J'ai fini dans un orphelinat après le décès de ma mère quand je n'avais que 4 ans. Mais les choses étaient encore pires pour Tony et lui. Ils ont été abandonnés devant la porte de l'orphelinat sans que personne ne sache qui étaient leurs parents. Eh bien, je suis là, en route pour aller sur sa tombe, car c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le temps passe vite. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans. Je suis allée chercher des fleurs et j'ai conduit jusqu'au cimetière. Tony était déjà là à m'attendre. J'ai souri et je l'ai salué, mais mon cœur était lourd. Quand nous avions 14 ans, nous étions très proches, Tony, Thomas et moi. J'avais un béguin secret pour Thomas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire. Tout s'est passé si vite ce jour-là. Nous étions juste des enfants, jeunes et stupides. Nous nous sommes faufilés dehors pour aller jouer au bord de la rivière. Un instant, nous nous éclaboussions dans la rivière. L'instant d'après, Thomas a été emporté par le courant. J'ai essayé de le sauver, mais Tony m'a ramené sur la rive. Même en y pensant maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ne pleure pas, Em. Je serai toujours là pour toi. Et je savais qu'il le serait. Au fond de moi, je savais que Tony avait toujours eu des sentiments pour moi. Mais je ne ressentais pas la même chose. Après cela,
Tony m'a ramenée à la maison. Voyant mon air épuisé, il m'a dit avant que je ne rentre. « Passe une bonne nuit, Em. Souviens-toi que nous avons cet entretien demain. » Mon Dieu, j'ai failli oublier. Tony a probablement pensé que j'étais la pire employée du monde. Et oui, vous pouvez le deviner, Tony est mon patron. Après des années passées à l'orphelinat, il a été adopté par une famille super intelligente, qui l'a incité à s'efforcer de devenir quelqu'un d'important. Et il a fini par créer une start-up dans le secteur alimentaire. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, bien que je me sente encore épuisée, je n'avais pas d'autre choix que de faire bonne figure pour aller travailler, car j'avais une équipe de marketing à diriger. Mais alors que j'entrais dans le hall, un type m'a bousculé. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé frénétiquement, expliquant qu'il était pressé. J'ai levé les yeux et j'étais sur le point de le harceler, mais... Attendez, pourquoi avait-il l'air si familier? En fait, il ressemblait exactement à... C'est toi? Toi? J'ai bégayé, mais je n'ai même pas pu finir ma phrase, car il s'était précipité dans l'ascenseur et les portes s'étaient refermées. Je devais avoir des illusions. Honnêtement, pendant tout l'entretien, je pouvais à peine me concentrer. Pouvait-il y avoir 2 personnes qui se ressemblent autant sur Terre? J'étais perdue dans mes pensées quand le candidat suivant est arrivé. Et c'était lui. Tony et moi étions sous le choc. Il était le portrait craché de Thomas. Mais ce n'était pas possible. Je veux dire, Thomas était mort il y a des années. Nous étions tous les deux trop abasourdis pour dire quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Bonjour, je suis Dustin et je suis ici pour un entretien pour le poste de marketing. » J'ai regardé Tony et il avait l'air aussi confus que moi. Mais, ouais, ce n'était pas Thomas. Ce type venait de l'Illinois et n'avait jamais été dans le Missouri. Ok, donc voilà le sosie de Thomas. D'accord. L'entretien s'est bien passé. Et même s'il était un peu arrogant, il savait ce qu'il faisait, donc nous l'avons engagé. Quand j'ai quitté la pièce, avec surprise, Dustin m'attendait toujours dehors. Il m'a proposé de m'inviter à déjeuner pour s'excuser. J'ai accepté car j'avais désespérément envie de lui poser plus de questions. Pendant le déjeuner, j'ai continué à mentionner l'orphelinat, certains des hobbies de Thomas et les choses qu'il détestait, mais Dustin n'a même pas sourcillé. J'étais déçue, car j'espérais vraiment que Dustin soit Thomas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Dustin. C'était ridicule. Mais j'avais toujours eu la forte impression qu'il était vraiment mon amour d'enfance. Soudain, j'ai reçu un message de Tony. « Je t'ai vu traîner avec Dustin. Réveille-toi, Em. Ce n'est pas Thomas. » J'avais pas besoin d'entendre ça. Le lendemain, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Dustin. Au déjeuner, je l'ai regardé mettre du miel sur sa pastèque et j'ai presque paniqué. C'était exactement ce que Thomas avait l'habitude de faire. « Mon Dieu !» ai-je lâché. J'ai alors raconté à Tony ce que je venais de voir dès qu'il s'est assis. Mais il a juste ri et a dit « Honnêtement, Emma, des tonnes de gens font ça. Tu penses vraiment que notre Thomas pourrait être aussi arrogant ?» Voyant que j'étais toujours étonnée, il a continué. « Mais si tu veux toujours vérifier, donne-lui une pêche. Les choses peuvent changer, mais pas les allergies, n'est-ce pas ?» Oh mon Dieu! Tony était vraiment un génie. Il plaisantait probablement, mais j'étais très sérieuse. Alors le lendemain, j'ai acheté à Dustin une tarte à la pêche pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Mais à ma grande surprise, il la mangeait avec plaisir et semblait tout à fait bien. Ok, clairement j'avais besoin de laisser tomber. Ce n'était pas Thomas, fin de l'histoire. Mais si seulement les choses étaient aussi simples. Et même si je savais que Dustin n'était pas Thomas, je me sentais toujours attirée par lui. Il était intelligent et gentil et tellement amusant. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus très proches. Nous n'avons rien fait d'officiel, mais nous sortions déjà discrètement ensemble. Cependant, il était impossible de cacher des choses à Tony. Une fois, notre entreprise est allée à un week-end de team building et nous avions organisé une compétition de tennis. Nous devions faire équipe, donc évidemment j'y allais avec Dustin. Mais alors que nous étions sur le point de nous inscrire, Tony est venu me demander d'être sa partenaire aussi. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Puis Tony a dit d'un ton très boudeur « Ok, et si on faisait une petite compétition ? Le gagnant fera équipe avec Emma. » Alors, ils ont fait une course de natation. C'était tellement embarrassant. Je savais que Dustin ne savait pas nager, alors j'ai commencé à paniquer. Mais il est quand même entré dans la piscine. Évidemment, Tony a gagné, mais qui s'en soucie. Il se comportait comme un enfant. Je me suis précipitée pour aider Dustin qui s'est retrouvé à tousser et à s'étouffer dans l'eau à ce moment-là. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Mais depuis, il y avait des rumeurs dans l'entreprise selon lesquelles Dustin ne faisait que flirter avec moi pour obtenir une promotion. Un matin,
Nous marchions ensemble dans le hall quand 2 filles ont commencé à chuchoter à notre sujet. Alors Dustin a pris ma main et est allé directement vers ces filles en disant « J'aime Emma. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Dites-moi. Allez-y. » À ce moment précis, Tony est apparu et a demandé s'il pouvait avoir un mot avec Dustin dans son bureau. J'étais si nerveuse. Maintenant tout le monde savait que nous étions dans un triangle bizarre et je n'aimais pas ça du tout. Puis un de mes collègues a entendu Tony dire à Dustin que s'il ne me laissait pas tranquille, il serait viré. Je pouvais pas le croire. Je suis allée trouver Tony immédiatement et avant même que je puisse le confronter, il a dit « Oui, c'est vrai. J'ai demandé à ces filles de lancer les rumeurs et j'ai aussi demandé à ce crétin de te laisser tomber. C'était moi. J'ai tout fait. Je ne comprends pas, Emma. Pourquoi je n'ai jamais été assez bien pour toi ? Tony, attends, ça fait 10 ans. Pourquoi tu ne pouvais pas me donner une chance ? Pourquoi tu peux pas laisser Thomas partir ? Un gars qui lui ressemble débarque et tu m'oublies complètement ? C'est un loser comparé à Thomas. Ne t'avise pas de le traiter de loser, j'ai dit. Tu vois, à la fin, tu ne te soucies toujours que de lui. Pas de moi. Tony a crié et est parti en trombe. Je détestais être dans cette situation. D'un côté, j'aimais vraiment Dustin. Mais Tony n'était pas seulement mon sauveur, mais aussi mon meilleur ami, qui était resté à mes côtés dans les hauts et les bas. Quel dilemme. Finalement, j'ai décidé de prendre un peu de distance avec Dustin, jusqu'à ce que les choses se calment. Peut-être qu'alors, les rumeurs cesseraient et que les gens arrêteraient d'être si négatifs à son égard. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, notre nouveau produit, qui n'était même pas encore sorti, est soudainement apparu sur le site de notre concurrent direct. Quelqu'un a dû faire fuir le fichier confidentiel ? Mais qui ? Une enquête a été ouverte et tous nos ordinateurs ont été vérifiés. Vous n'allez pas le croire, mais l'équipe informatique a réussi à récupérer un email supprimé qui avait été envoyé à nos rivaux depuis la boîte d'envoi de Dustin. Dustin a nié et a demandé à vérifier les caméras de surveillance. C'est ainsi que nous avons surpris Mike, l'un de nos principaux employés, en train de faire quelque chose en cachette sur l'ordinateur de Dustin, et dire qu'il a fait porter le chapeau à Dustin. Après que la vérité ait éclaté, je suis allée voir Dustin, mais il semblait furieux en disant « Tu penses que je suis un con aussi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu m'as fait la tête. » Je lui ai dit que je n'avais jamais cru qu'il l'avait fait. Puis j'ai pris sa main. « Je suis désolée, c'est juste que je traversais une période difficile. » Et on s'est serré dans les bras. Oh là là, il m'a tellement manqué. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. La fuite d'informations avait causé d'énormes pertes à notre entreprise. Nous avions des milliers de réunions et le stress était surnaturel. Me sentant si dégonflée, je suis montée sur le toit pour prendre l'air. Soudain, j'ai entendu la voix de Dustin quelque part. Il était au téléphone avec quelqu'un qui parlait d'un plan pour voler les produits de notre entreprise. Pas question. Sans même réfléchir, je me suis précipitée vers lui et lui ai arraché son téléphone pour voir à qui il parlait. Mike ? Oh mon Dieu ! Était-il complice depuis le début ? J'étais tellement en colère, mais en fait, plus déçue. Je lui ai donc demandé de démissionner et de ne plus me voir. Je sais que j'aurais dû le dénoncer à toute l'entreprise au lieu de le laisser partir si facilement, mais j'imagine que mon cœur ne pouvait pas le supporter. Je me sentais si mal, surtout envers Tony, le meilleur ami qui a toujours été à mes côtés, alors que j'étais occupée à courir après un abruti. J'ai perdu le contact avec Dustin après ça. Et j'ai à peine eu le temps d'y penser car notre entreprise était au bord de la faillite. Mais un jour, j'ai reçu un appel de sa part, suivi d'un message disant « S'il te plaît, ne m'ignore pas, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain dans un café, et dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Écoute Dustin, j'en ai assez de tes mensonges. S'il te plaît, va droit au but. » Et il a répondu « Emma, j'admets que je suis venue travailler pour ton entreprise seulement pour voler tes idées. Mais vous voir toi et Tony après toutes ces années, et retomber amoureux de toi, eh bien, ça ne faisait pas partie de mon plan. » J'étais confuse. Après toutes ces années, de quoi tu parles ? Puis, il a montré son poignet et il portait un bracelet de l'amitié. Tu te souviens de ça ? Tu me l'as donné pour mon anniversaire il y a 10 ans. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passait ? J'en croyais pas mes yeux. J'avais donné ça à Thomas, mais alors, pourquoi ? Mais la pêche, j'ai continué. Il s'est mis à rire et a dit « J'ai entendu votre plan, alors j'ai pris des médicaments contre les allergies juste avant. » Puis il a continué en expliquant qu'il s'appelait Thomas et qu'il avait eu la chance d'être sauvé ce jour-là sur la rivière. Il y avait une famille qui cherchait son fils noyé dans la rivière, mais au lieu de le trouver, ils ont trouvé Thomas. Et donc ils l'ont gentiment adopté et ont changé son nom pour celui de leur fils, Dustin. C'était insensé. C'était Thomas, juste en face de moi.
Après toutes ces années. Et devinez quoi? Son père adoptif est le directeur de notre entreprise concurrente. Et il a demandé à Dustin, enfin je devrais dire Thomas, de venir infiltrer notre entreprise. Thomas n'a cessé de s'excuser, de dire combien ça l'avait tourmenté, que je lui manquais et qu'il devait me dire la vérité. J'avais la tête qui tournait. Tout ça, c'était trop. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à tout ça. Mais en fin de compte, nous avons décidé qu'il pourrait aider notre entreprise en postant un message pour exposer la vérité. Évidemment, dès que Tony a entendu parler de tout ça, il était furieux. Il était surtout en colère contre moi parce que j'avais couvert Thomas. Il a même arrêté de me parler pendant un moment. Mais à part ça, après le poste de Thomas, les choses se sont améliorées pour notre entreprise. Nous avons pu lancer de nouveaux produits comme prévu et il a même apporté un peu de capital pour nous aider dans notre prochain projet. Aujourd'hui, nos entreprises sont toujours rivales, mais au moins, la concurrence est désormais équitable. Quant à Tony et moi, nous avons fini par nous réconcilier. Il est venu me trouver un jour après le travail et m'a dit « Em, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi enfantin. J'étais juste jaloux de toi et Thomas. J'étais trop égoïste pour prendre en compte tes sentiments. Mais toi et Thomas, je veux que vous soyez ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer quand il a dit ça. Ça signifiait tellement pour moi. Et devinez quoi? Cela fait maintenant 1 année entière que Thomas est revenu dans nos vies. Et nous sommes tous les 3 redevenus les meilleurs amis du monde. Oh, et je devrais probablement ajouter que Thomas et moi sommes fiancés. Nous sommes si heureux. Et nous avons même ouvert un orphelinat ensemble pour les enfants sans abri comme nous. J'ai traversé de nombreuses phases, mais je trouve enfin la paix dans ma vie. Je suppose que tout s'est arrangé après tout. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille, alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman, mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?» Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. « Le voilà, c'est papa !» Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça.
Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil, et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry.
La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. « Arrête cette comédie! Maman, papa! Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. » « C'est juste une pauvre servante. » Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, eh bien, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry? Qu'est-ce que tu veux? » Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi?